le Congo, nous avons hérité, nous, la Belgique en 1908, d'un pays 80 fois plus grand que le nôtre, d'une grande complexité de transport qui devait se faire aussi bien maritime vers l'extérieur que fluvial vers les différents postes de production, avec des ruptures de charge qui nous a demandé de construire un certain nombre de kilomètres de chemin de fer. Monsieur Libotte, que nous interrogeons aujourd'hui, et qui a bien voulu nous accorder son témoignage, fut un des éléments bien placés pour pouvoir développer et nous expliquer l'organisation de tout ce transport qui était certainement un des éléments principaux du développement du pays. Monsieur Libotte, comment vous êtes venu l'idée de partir au Congo? Aussi, au terme de mes études chez les frères des écoles chrétiennes, je m'estimais limité à un horizon très bordé. Et c'est ainsi que l'envie m'est venue d'aller vers des horizons plus larges. Et c'est pour cette raison que je me suis présenté au concours d'entrée à l'université coloniale. À cette époque, si mes souvenirs sont bons, environ 200 prétendants, candidats à ces études se présentaient au concours. Parce que l'université coloniale recrutait non pas tellement sur la base des diplômes, mais surtout par la voie d'un concours qui visait à recueillir les 50 meilleurs parmi tous ceux qui se présentaient. J'allais suivre les cours de la section coloniale, de la section commerciale de l'université coloniale, où je rencontrais le professeur Jean Guillain, qui était directeur général de l'OTRACO, à un moment où cet organisme commençait à fonctionner. Il avait en effet été créé en 1935. La guerre avait entrecoupé son développement et M. Jean Guillain, comme directeur général, désirait renouer le fil et cherchait un collaborateur susceptible de réaliser avec lui la synthèse des activités de cet organisme qui avait regroupé de nombreux réseaux de transport au Congo et effectué en même temps des voyages d'inspection qui allaient permettre d'unifier la gestion de cet organisme nouvellement créé. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance exceptionnelle pour l'époque de parcourir à peu près toutes les voies de communication entre l'océan Atlantique, Stanleyville, Port-Franqui, tout ce qui constituait ce qu'on appelait à l'époque le Bas et le Moyen Congo. Et quelles étaient ces voies de communication? Ces voies de communication étaient d'une part donc celles qui étaient gérées par l'OTRACO, mais il y avait également celles qui avaient été créées par les grands groupes financiers qui avaient procédé au développement du Congo, notamment la Société Générale pour le Katanga, le groupe Empin pour la région le CFL, Grand Lac. et la région des Grands Lacs et le groupe Cominière pour la région du Nord. Pour en revenir à l'OTRACO lui-même, il était né donc en 1935 du fait que durant la guerre et la crise qui avait suivi, les entreprises de transport du Bas et du Moyen Congo avaient connu des difficultés de développement et des déficits considérables qui avaient conduit la colonie
à couvrir ce déficit par des subventions. Aussi, il apparut à la colonie qu'il était préférable de reprendre directement ces entreprises et de les fusionner au sein d'un organisme unique qui allait devenir donc l'OTRACO, c'est-à-dire l'Office d'exploitation des transports coloniaux. Ces entreprises ainsi fusionnées étaient à peu près dans l'ordre de leur reprise le port de Boba, le chemin de fer du Mayombe, le port de Matadi, le chemin de fer Matadi-Léopoldville, les voies fluviales, le port de Léopoldville et beaucoup plus tard, vers les années 1955, le réseau du Kivu qui comportait lui-même plusieurs tronçons. Le développement des transports au Congo fut basé essentiellement sur l'utilisation de ce formidable réseau fluvial vers lequel devaient converger ou partir les routes et les chemins de fer vers les maisons périphériques. Nous avons parlé du port de Matadi et du port de Boma. Voilà, et le port de Boma lui-même, le port de Boma. Quant au port de Boma, il pouvait aussi accueillir un ou deux navires de haute mer, mais il était spécialisé dans la manutention des bananes, un produit qui devait être embarqué à un stade précis de prématuration. Le port de Boma était aussi spécialisé dans la manutention des groupes de bois précieux, des sillages, des contreplaqués, etc. Oui, le port de Matadi comportait en réalité 3 sections. Un port pétrolier qui était géré par Petro-Congo et qui reliait Matadi à Léopoldville par un pipeline. Alors il y avait le port maritime proprement dit qui pouvait accueillir simultanément 10 navires de haute mer et puis un port de bâtonnage où étaient basés des remorqueurs de rade, des chalands, un remorqueur de sauvetage de haute mer et différentes unités qui assuraient la liaison avec Boba et Banane de vedettes rapides. À l'époque, donc, le port de Matadi importait et exportait à peu près la moitié de tout ce que le Congo produisait et recevait. Son importance était donc énorme. Il manutentionnait environ, si mes souvenirs sont bons, environ 1 500 000 tonnes par an. Par comparaison avec le port de Pointe-Noire, Lobito, etc., il avait... Évidemment, son importance était beaucoup plus grande que le port de Pointe-Noire. Ses difficultés d'accès résultaient surtout de l'escarpement que devait franchir le chemin de fer pour y parvenir, qui fut pendant longtemps un obstacle considéré presque comme infranchissable et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la bataille du rail et la légende du colonel Theiss. Le chemin de fer Léopoldville lui-même était long d'environ 360 km, et son tracé primitif fut amélioré surtout en plaine, par l'élargissement des courbes et l'aplanissement des escarpements qui avaient déjà commencé avant l'OTRACO, mais que l'OTRACO allait poursuivre. De même que l'OTRACO allait substituer au rail léger, en section courte, des rails lourds soudés en barres longues
et parfaire cet équipement par la commande centralisée de la circulation qui était en cours au moment de l'indépendance. Mais entre Kinshasa et, enfin, Léopoldville, disons, et Matadi, le trafic était certainement très intense. Oui, le trafic était très intense puisque, si mes souvenirs sont bons, il avoisinait les 2 500 000 tonnes par an au moment où il était le plus intense. Sur voie unique. Oui, sur une voie unique, ça posait évidemment un problème de faire passer tout ça sur une voie unique, mais ce problème fut solutionné par la division des 360 km en une trentaine de sections de 20 km sur lesquelles on circulait alternativement dans un sens et dans l'autre. Le mécanicien ayant accompli une section remettant À témoin. au mécanicien qui venait dans l'autre sens un bâton qu'on appelait le bâton pilote. En réalité, la chose était un peu plus compliquée parce que le bâton pilote devait être introduit dans un appareil qui s'appelait Webb Thomson et extrait de ce même appareil ce qui était nécessaire pour que le trafic puisse être contrôlé par le dispatching central. Une autre solution fut d'alourdir les trains, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque train emporte une charge plus lourde. Aussi, l'Otraco, bien avant l'Europe mit en œuvre la traction électrique avec des locomotives diesel électriques qui, couplées, pouvaient tirer des trains de 1000 tonnes. Donc, sur le chemin de fer Matadi-Léopoldville circulaient donc des trains en double traction de 1000 tonnes et des trains plus légers tirés par une seule locomotive qui effectuait ce qu'on appelait le trafic local ainsi que le trafic des passagers. Le trafic de passagers se faisait parce qu'il est devenu une espèce de légende, le train blanc. Oui. Avec escale à Thaïsville pour commencer. On accédait à Thaïsville par un tronçon annexe, donc qui prenait son origine à Catier. À Catier se trouvait également l'école des machinistes, des mécaniciens ferroviaires. Juste après la guerre, des Britanniques venant d'Afrique du Sud ont été très étonnés de voir que les trains étaient conduits par des mécaniciens africains. En effet, tout ce qui était journalier était aux mains de Congolais, aussi bien la traction des locomotives que l'entretien de la voie, et même le dispatching, donc le dispatching qui réglait la circulation. Tout cela était géré par des Congolais, les Européens n'intervenant que pour ce qui dépassait la gestion journalière. Aussi, à l'indépendance, le trafic put continuer sans interruption, puisque déjà tout ce qui devait se faire au jour le jour se faisait déjà par les Congolais. Le même, c'était donc un sujet d'étonnement, notamment pour les fonctionnaires de l'ONU qui s'entendaient à trouver au Congo une société rigidement cloisonnée par des métiers confiés les uns aux Européens, les autres aux indigènes. Ces distinctions n'existaient pas dans notre accord. Donc la section maritime du port de Matadi était équipée pour le transit rapide des marchandises et des produits et était donc équipée de grues à grande portée, à relevage rapide,
des marchandises et des produits à Matadi, le principe étant qu'ils devaient séjourner le moins possible à Matadi et être acheminés vers Léopoldville, qui constituait en quelque sorte l'arrière-port de Matadi. À Léopoldville s'effectuaient donc toutes les opérations douanières et commerciales en rapport avec le commerce extérieur du Congo. Donc les douanes n'étaient pas à Matadi, les douanes... Il y avait évidemment des douanes à Matadi, mais leur travail était en quelque sorte préparé. Le gros du travail se faisait à Matadi, de même que les opérations commerciales de triage des produits de qualification, des qualités de café, de caoutchouc, etc. Ça se faisait par du personnel spécialisé. À Léopoldville. À Léopoldville. C'est cela. Donc, le travail, tout ce qui pouvait être préparé en dehors de Matadi, il était à Léopoldville de façon... Ça, c'était pour la production du Congo vers l'exportation. Vers l'exportation. Et pour les produits importés, les intrants, les produits importés. Pour les produits importés, ben, c'était la même chose. Les services de douane étaient surtout concentrés à Léopoldville, de même que les services de l'Otraco qui régissaient le trafic entre Matadi et Léopoldville étaient aussi concentrés autant que possible à Léopoldville. Donc cette organisation était imposée par le peu d'espace disponible à Matadi, oui, puisque Matadi était enclavé dans une cuvette étroite. De Matadi, Boma, Matadi, nous sommes arrivés à Kinshasa. Nous avons une rupture de charge et nous devons mettre la marchandise sur le réseau fluvial. Ce réseau fluvial était certainement très intense. Il drainait tout l'intérieur, tout l'interland du pays. Sur le fleuve et sur le Kasaï, circulaient dans les années qui précédèrent immédiatement l'indépendance deux sortes de convois, les Integrated Towboats, qui en ensemble d'environ 1000 tonnes transportaient simultanément marchandises, produits et voyageurs. Et les convois lourds en poussée de 4000 tonnes qui associaient un pousseur avec des barges carrées. Il faut bien se rendre compte que cette navigation s'effectuait sur des oiseaux qui étaient restés à l'état sauvage, contrairement à ce qui se passe en Europe où toutes les voies d'eau ont été améliorées et aménagées. Sur les voies d'eau congolaises, un service de la colonie avait installé un balisage par bouée et par des alignements à terre qui délimitaient les couloirs de navigation à suivre pour assurer un minimum de sécurité. La question de balisage ne dépendait pas de vous, ça dépendait des voies navigables. Non, la question des voies ne dépendait pas de l'Otraco, mais dépendait de la colonie, puisque d'autres utilisateurs que l'Otraco utilisaient le fleuve, par exemple les huileries du Congo belge, les HCB. Il fallait donc que ce soit un service d'État qui assure, un service d'État neutre entre les différents intérêts en présence qui assure ce service. Donc, mais l'Otraco, pour ses propres convois, adoptera assez rapidement le radar, ce qui permettra à ces convois de naviguer de jour et de nuit. Mais le radar ne voyait jamais que les berges, ne voyait pas la profondeur, les bords de sable. Non, la profondeur doit être toujours mesurée par des Congolais équipés de longues perches, qui chantaient, qui passaient leur journée à plonger leurs perches dans l'eau et qui chantaient les profondeurs qu'ils rencontraient
c'est qu'il faisait une musique qu'on entendait à longueur de journée quand on naviguait sur les bateaux en tracas. Très sympathique d'ailleurs. Alors, les sondeurs et les barreurs étaient également congolais, de même que les mécaniciens. Seul le capitaine était européen. D'ailleurs, à l'indépendance, il sera remplacé Sans problème. sans problème par des pilotes congolais qui avaient été formés par l'école de navigation. Ah, il n'était pas formé sur le tas. Il y avait une école de Il y navigation. avait une école de navigation, comme il y avait une école de chemin de fer, qui formait donc des professionnels en 3 ans. La durée des études dans l'école professionnelle de l'Otraca était de 3 ans et était couronnée par l'obtention d'un brevet. Et ces gens... Et ces gens recevaient une instruction à la fois théorique et pratique. Ils étaient capables de barrer un Ils convoi de étaient 4000 tonnes. Ils étaient capables aussi bien de conduire des locomotives en double traction que de piloter des convois sur le fleuve en poussée. Par exemple, un mécanicien de bateau, c'était un homme qui devait gérer sur les grands convois de 4000 tonnes, c'était un homme qui devait gérer 3 moteurs diesel de forte puissance, un servomoteur de gouvernail, 2 groupes électrogènes, ainsi que des auxiliaires de pompage et frigorifiques. Donc c'était un mécanicien polyvalent, hein, qui savait en faire souvent beaucoup plus qu'un mécanicien européen en Europe. Et vous formiez ça en 3 ans de temps. Et c'était donc, cette formation était prodiguée en 3 ans de temps par un enseignement à la fois pratique et théorique. Et qu'est-ce que vous faisiez sur les affluents plus petits? Sur les affluents plus petits, naviguaient des unités qui étaient conçues en faveur des caractéristiques de ces affluents. L'unité moyenne étant leur remorqueur en poussée de 500 chevaux, mais sur l'Itibéré, par exemple, on fut appelé à construire des petits pousseurs et de petites barges, puisque de beaucoup moindre capacité, puisque là, le tirant d'eau ne pouvait pas dépasser 40 cm. Entre Aketi et Bumba. Entre Aketi et Bumba. C'était une véritable gageure de faire transporter, de faire naviguer des unités par si peu de tirant d'eau. Mais l'autre accord réussissait à le faire régulièrement. Mais cette organisation devait être couverte par une énorme administration. Je me souviens à Kinshasa, le long du boulevard actuellement du 30 juin, il y avait un énorme bâtiment qui est devenu plus tard la Sûreté nationale. Et dans cet énorme bâtiment qui était, a-t-on dit, le quartier général de l'Otraco, il me semblait y avoir des centaines d'employés. Mais comment est-ce que tout ce système administratif de contrôle, d'exploitation pouvait-il fonctionner? Mais cet énorme bâtiment ne fut construit que dans les quelques années qui précédèrent l'indépendance du Congo. Auparavant, la centralisation entre les différents transporteurs qui avaient précédé l'Otraca s'était faite surtout à Bruxelles, où avait été créée une direction générale d'exploitation, une direction générale technique, une direction du personnel. À Léopoldville n'existait avant la construction de cet immense bâtiment, à Léopoldville n'existait qu'une direction générale réduite à sa plus simple expression,
et qui ne comportait qu'une demi-douzaine de personnes, c'est-à-dire le directeur général, un directeur général adjoint, un directeur du personnel et du contentieux, un secrétaire qui était moi-même, et 2 commis européens et 2 commis indigènes, 2 commis congolais. Évidemment, diriger cet ensemble avec si peu de personnes, diriger cet ensemble avec si peu de personnel, puisque c'était un ensemble énorme, puisque notre accord comportait à l'époque environ 1300 agents européens et je crois 30 000 Congolais. Donc il fallait gérer ça à partir d'une petite direction générale aussi réduite. Ça ne pourrait se faire qu'en éliminant toute paperasse par la verbalisation du commandement. Ainsi, le directeur général, entre 7 heures et 9 heures du matin, parcourait les différents services en donnant verbalement ses instructions, pendant qu'au secrétariat, on répartissait le courrier entre les différents services en accompagnant aux besoins d'apostille. À partir de 9 heures, le directeur général s'occupait du courrier qui avait déjà été préparé par le secrétaire, qui avait souvent déjà élaboré des projets de réponse. Alors, l'essentiel se faisait au cours de réunions. Il y avait la réunion du lundi qui réunissait les principaux dirigeants de Léopoldville, la réunion mensuelle qui réunissait tous les directeurs de quelques régions qu'ils viennent et qui arrivaient donc à Léopoldville par bateau, avion, train, etc. Tous les mois. Tout le monde. Il y avait également une conversation téléphonique journalière avec Bruxelles. De tout cela, on tenait procès-verbal, et les procès-verbaux ne contenant que des décisions, et ces procès-verbaux étaient distribués largement entre tous les services de l'OTRACO qui trouvaient donc les directives qu'ils avaient à suivre. Vous avez parlé du directeur général, de son assistant, du secrétaire, vous avez parlé du contentieux et du service du personnel, et la comptabilité. Alors, et la finance, disons. Les finances, donc, en 1952, donc, l'OTRACO a reçu de la colonie la propriété de tous les réseaux, véhicules, bâtiments, etc., à l'exception des terrains. À charge pour l'OTRACO de payer à la colonie une rente annuelle de 4%. 4% sur la valeur du capital. Valorem. Le capital, je ne me rappelle plus quelle était la valeur de ce capital, ça devait faire, je crois, une dizaine de milliards de francs belges à l'époque. Donc, les recettes d'exploitation, pour ce qui dépassait les dépenses d'exploitation, devaient alimenter un fonds de prévision qui visait à égaliser les pertes des années néfastes avec les bénéfices des bonnes années, et un fonds de réserve qui servait essentiellement à couvrir des investissements qui se faisaient, si mes sont bons, à raison d'environ 1 milliard de francs belges par an, donc en matériel de toutes sortes. Oui, en extension. Tout ce qu'il fallait. Donc ça, c'était... Alors, les recettes, c'était donc généré par la tarification des transports. La tarification des transports était assez complexe, du fait qu'il fallait permettre à toutes les productions du Congo, même les plus pauvres, de pouvoir être exportées ou transportées. En effet, le Congo était un pays neuf
qui en lui-même ne pouvait pas, pour chacun de ses produits, générer suffisamment de recettes pour couvrir ses prix de revient. Donc les bénéfices générés par les marchandises riches et les produits riches, comme par exemple les produits miniers, devaient permettre de couvrir le manque à gagner sur les produits dits pauvres, qui étaient essentiellement des produits agricoles. Il fallait aussi établir un équilibre entre les transports sur longue distance, qui dans un pays comme aussi vaste que le Congo pouvaient être énormes, et les petites distances, tout cela devant se compenser. Il fallait en outre tenir compte de la valeur des produits sur le marché étranger pour que les produits tels que le café, le caoutchouc, le coton, etc., puissent être exportés. Ça se faisait par des échelles mobiles qui variaient en fonction donc, de la valeur de ces produits sur les marchés mondiaux. La tarification donc était particulièrement complexe. Excessivement complexe. L'élaboration de la tarification se faisait à Bruxelles. Hein. C'était par le comité permanent de coordination des transports au Congo. C'est cela. Voilà la dénomination exacte dans laquelle tous les transporteurs étaient impliqués. Mais enfin, chacun devait appliquer ça à son propre réseau, ce qui n'était pas toujours facile. Hein. Il n'était pas facile d'appliquer ce qu'on décidait à Bruxelles, à l'adapter aux voies fluviales, aux chemins de fer, etc. Il fallait chaque fois un travail d'adaptation qui était propre à chaque moyen de transport. Hein. Et ça se faisait au sein d'une direction commerciale qui se trouvait aussi à Léopoldville et qui dépendait de la direction générale. Donc vous aviez une direction technique, une direction d'exploitation. Oui, c'est-à-dire, dans les années qui allaient précéder l'indépendance, on allait transposer à Léopoldville l'organisation qui existait déjà à Bruxelles en direction d'exploitation, direction technique, direction du personnel, etc. Et c'est ça qui prendra place dans ces énormes bureaux dont vous avez parlé. Absolument. Mais personnellement, que je n'ai guère. Donc à la création de cet immense building, j'ai hérité d'un beau bureau et mon travail s'est considérablement réduit. Et comment s'est passé le passage entre l'Otraco colonial et l'Otraco Congo? Les directeurs européens furent remplacés par leurs homologues africains, congolais, les principaux commis congolais prenant la relève de leur ainsi mon principal commis devint directeur général et je devins le secrétaire de mon directeur général qui était congolais. Monsieur Libotte, si vous vouliez un peu nous parler des problèmes médicaux, logements, des problèmes sociaux de l'Onatra et comment vous avez pu les résoudre à cette époque. L'Otraco entretenait des services médicaux et sociaux extrêmement étendus. Ainsi, il possédait un hôpital général au point le plus salubre de son réseau, un centre médical spécialisé où étaient centralisés tous les services de diagnostic et de traitement qui existaient à l'époque en Europe et qui étaient mis ainsi à la disposition du personnel de l'Otraco qui, je vous le répète, totalisait environ 1300 Européens et 30 000 Africains. 30 000 Congolais. Dans les cités de travailleurs Otraco, il y avait également un dispensaire médical
où travaillaient donc 12 médecins, je crois, un nombre dont je n'ai plus de souvenir, d'assistants médicaux congolais qui avaient une formation pratique à peu près équivalente à celle des médecins de campagne belges. Ainsi, par exemple, l'Otraka parvint à éradiquer la maladie du sommeil sur tout le long du chemin de fer Matadi-Léopoldville. Voilà donc pour l'essentiel. En quelle année avez-vous quitté l'Outraco? Moi, j'ai quitté l'Otraka en 1967. En 67. La direction générale a été, comment dirais-je, répartie dans un immense immeuble. Et ce n'était plus... C'est devenu une énorme administration. C'est devenu une énorme administration dans laquelle je n'occupais plus moi-même qu'un bureau avec une secrétaire et un ou deux commis européens. Mais mon rôle devint ainsi beaucoup plus modeste. Merci beaucoup, Monsieur Libotte. Je pense que vous nous avez fait un tableau général de l'Outraco et surtout, vous avez expliqué la manière dont on peut gérer un pays 80 fois comme la Belgique avec une complexité énorme. Et je vous remercie au nom de Mémoire du Congo. Voilà, je suis heureux d'avoir pu vous apporter mon témoignage. Merci.